قررنا ابتداء من هذا اليوم باش ناخذ 51% من الشركات الفرنسية. ثانيا قررنا تأميم الغاز الطبيعي الموجود في الصحراء. ثالثا قررنا تأميم النقل البري، يعني كل الأنابيب اللي هي خارجة من الآبار هذه تصبح ملك متاع الدولة. Bonsoir et bienvenue à tous dans les dossiers de la mémoire. C'est dans un contexte marqué de tensions alimentées essentiellement par la partie française qui espérait s'accaparer des richesses pétrolières et gazières en usant de moyens de pression intolérables que le président Houari Boumediene décide de mettre un terme à plus de 7 années de négociations vaines et de tergiversations. En effet, c'est en cette journée mémorable du 24 février 1971 qui marque le 15e anniversaire de la naissance de l'Union générale des travailleurs algériens que le président Boumediene annonce devant les cadres syndicaux à la Maison du Peuple la nationalisation du gaz et des moyens de transport ainsi que la prise de participation de l'État dans les sociétés pétrolières françaises. Pour revenir sur ce moment important de notre histoire contemporaine, j'ai le plaisir de recevoir M. Abdelmajid Azi. M. Abdelmajid Azi est moudjahid et ancien syndicaliste, auteur d'un ouvrage sur la guerre de libération nationale et de 2 ouvrages sur l'histoire du mouvement syndical algérien. M. Abdelmajid Azi, bonsoir et bienvenue dans les dossiers de la mémoire. Bonsoir. Quand on parle de les nationalisations des hydrocarbures en Algérie, ça reste un moment emblématique du développement algérien. Ah, absolument, absolument. C'est une action spectaculaire qui a été mise en branle par le gouvernement algérien à l'époque pour pouvoir disons, recouvrer les richesses nationales et également sa souveraineté, affirmer sa souveraineté sur les richesses de notre pays. C'est très important dans la mesure où c'était le colonisateur qui avait découvert les gisements de pétrole quelque temps avant l'indépendance et par conséquent c'était un point, un problème qui se posait déjà lors des négociations d'Évian. Ça a été très dur, mais les Algériens ont finalement réussi à trouver une solution pour pouvoir régler le problème des hydrocarbures. Seulement, à l'indépendance, les choses ont été prises en compte différemment. Il y avait un accord qui avait été conclu déjà au niveau des accords d'Évian. Par la suite, dans des négociations avec la France, il était prévu qu'il y allait avoir une exploitation commune ainsi que le développement d'une industrie pétrolière. C'était ça le point d'achoppement principal. Évidemment, ce que la France avait signé à l'époque, elle ne l'a pas respecté. Elle ne l'a pas respecté. Et chaque fois, elle griffonnait, elle grignotait de façon à pouvoir ne donner à l'Algérie que les impôts. Les impôts, d'État. Pas de richesse. Elle donnait les impôts et ces impôts étaient basés sur un prix du pétrole vraiment ridicule. C'était à l'époque $1,50 ou bien $2 le baril. Oui. Vous vous rendez compte? Donc c'est vraiment dérisoire. Absolument, absolument. Donc le président Houari Boumediene va choisir une date,
symbolique pour annoncer les nationalisations des hydrocarbures le 24 février, donc date de la création de l'Union générale des travailleurs algériens. J'aimerais bien revenir sur la création de cette organisation dans un contexte de guerre de libération nationale, faut-il le rappeler? Tout à fait. Tout à fait. C'est-à-dire au moment où l'idée disons, de nationaliser les pétroles, parce que l'Algérie a réussi à l'amiable à reprendre les sociétés anglo-saxonnes, etc., qui ne sont pas françaises. Ouais. Elle les a récupérées. Ouais. Ensuite, disons, l'Algérie avait tenu compte de ce qui s'est passé en Iran avec Mossadegh lorsqu'il a nationalisé le pétrole. Et évidemment, ça a mal tourné et le Shah a été obligé de révoquer son Premier ministre et de maintenir le... Donc il y avait ça déjà qui s'était déroulé. Et donc l'Algérie, disons, le gouvernement à l'époque, Boumedienne, réfléchissait beaucoup avant de pouvoir annoncer la décision. Alors la décision, où est-ce qu'il va l'annoncer? Eh bien, il fallait que cette décision soit assise sur une force sociale qui pourrait, disons, qui pourrait garantir... Et appuyer, donc... Oui, qui pourrait garantir son succès, à ne pas revenir en arrière. Donc, qui doit faire ça? C'est l'Union générale des travailleurs algériens. À l'époque, c'était le syndicat unique. Oui. Alors, pourquoi à l'Union générale des travailleurs algériens? Parce qu'il faudrait quand même dire quelques mots. Bien sûr. Concernant la création de l'UGTA. Oui. Bien évidemment, la guerre de libération nationale, disons le mouvement politique algérien, disons, a commencé bien avant à mûrir l'idée d'une lutte armée. Bon, on a vu ce qui s'était passé. Finalement, il y a eu une scission au niveau du PPA-MTLD et ceux qui ont lancé, disons, qui ont lancé le déclenchement de la lutte armée, sont connus. Et à l'époque, Aïssa Tidir, qui est le fondateur de l'Union générale des travailleurs algériens, était membre du PPA-MTLD. Oui. Il était président de la commission sociale du parti. Voilà, au sein de ce parti. Et donc, il était en relation avec les syndicalistes algériens qui militaient à l'époque dans les syndicats qui étaient présents en France. C'était la CGT, la CFDT, Force ouvrière. C'était donc les syndicats importants français qui étaient en France, qui ont ici leur représentation. Donc ils ont créé ici en Algérie aussi la CGT, la CFDT, Force ouvrière, dans lequel militaient les pieds noirs, bien sûr, mais aussi les Algériens. Par conséquent, il y avait un encadrement qui était déjà prêt au niveau des syndicats français, particulièrement la CGT. C'est là où ils sont allés en grand nombre. Il y avait également la fédération, mais à moindre truc, c'était les forces ouvrières. Par conséquent, Aïssa Tidir a pris contact avec tous les syndicalistes qui étaient présents dans ces trois organisations et ils sont constitués, disons, en dehors de l'organisation. Et il avait demandé à plusieurs reprises à Ben Ramdan, qui était à l'époque avec Ben Meïd El Arbi, les responsables d'Alger, il leur a demandé de réfléchir à la création d'une organisation syndicale propre à l'Algérie. Ouais. Et bon, à l'époque, ils disaient c'est pas urgent, etc. Et tout.
jusqu'au jour où le MNA, la branche, disons, messaliste, ont créé un syndicat, l'UGCA. Ouais. Et tout de suite, ce syndicat a été proposé pour qu'il soit membre de la CISL, de la Confédération internationale des syndicats libres. Et là, alors là, c'était l'urgence. Donc, cet éditeur est allé voir, il lui a dit, écoutez, regardez, et ils viennent de créer une organisation, donc ils vont nous ils vont nous dépasser. Eh bien, c'est là où il a décidé de faire une réunion, disons le 23 février, faire une réunion au domicile de Boualem Bourguiba et à Saint-Eugène. Oui. Donc ils sont allés là-bas, ils se sont réunis avec Rebah Jarman, Boualem Bourguiba. Aïssat Idir, évidemment. Évidemment, Aïssat Idir. Et ils avaient déjà auparavant confié à Boualem Bourguiba de préparer le statut, de préparer tous les documents nécessaires pour pouvoir, disons, donner naissance à cette organisation. Donc ils ont finalement tenu cette réunion et, disons, le FLN avait accepté la création de l'Union générale des travailleurs algériens et ils ont fixé la date 15 jours après pour tenir leur premier congrès, le congrès constitutif. C'est ce qui a été fait. Donc c'était quelque chose d'important, de très important, d'abord pour organiser les travailleurs et ensuite pour pouvoir créer une force susceptible d'agir, disons, dans le sens de l'indépendance nationale. Voilà. Donc, l'acte, disons, de naissance de la centrale syndicale était donc prêt. Il fallait déposer le dossier pour qu'elle soit agréée par la préfecture. Donc, la préfecture a mis du temps. Jusqu'au jour où, comment il s'appelle l'avocat algérien, j'ai perdu son nom, qui a été chargé justement par le FLN. Boumengel. Boumengel, voilà. C'était Boumengel qui était chargé justement de défendre le dossier. Le dossier. Voilà, donc il l'a défendu et il a fait sortir ce dossier et avec l'accord de Rennes. Mais malgré ça, les autorités, enfin les occupants de l'armée coloniale, si on peut appeler cela ainsi, ne laissaient pas l'UGTA jouer son rôle. Alors chaque fois, ils entravent les réunions alors qu'elle était légale. Oui. Et d'ailleurs, ils ont placé une bombe dans le siège de l'époque de l'UGTA. C'était le siège de l'UDMA, faut-il le rappeler. Voilà, c'était le siège de l'UDMA. Et ils ont plastiqué donc. Ils ont plastiqué une bombe. Ils ont mis une bombe pour pouvoir intimider. Après son explosion, envahir la maison et fouiller. C'était le but. C'était pas pour parce qu'ils ne pouvaient pas rentrer comme ça, fouiller, sans qu'il y ait un ordre de la justice. Donc ils ont créé un subterfuge en jetant une bombe qui a explosé, et ça leur a donné l'occasion d'entrer et de fouiller. Ils ont pris toutes les archives qu'il y avait là-bas. Ils les ont prises avec eux. Et c'est là que... Mais cet acharnement que va exercer l'administration coloniale à l'époque s'expliquait parce que dès sa création, il y avait une adhésion extraordinaire. Ah ben oui, absolument. C'est ça tout d'abord. Évidemment. Il y avait quelque chose d'inimaginable. Les dockers, les cheminots... Ils ont tous quitté la CGT, toutes les organisations. Tout ce qui était dans les organisations syndicales françaises ont rejoint... 90% pratiquement des Algériens ont... Voilà, ils ont rejoint l'organisation syndicale.
D'ailleurs, les organisations françaises ont voulu essayer de créer quelque chose d'analogue avec Qaïd el-Khadr, mais Qaïd el-Khadr, c'était un grand militant. Et il a été très subtil, mais il a rejoint tout de suite après l'Union générale des travailleurs algériens. Et en même temps, ils ont demandé, par le soutien de l'UGTT et de l'UMT, l'Union du travail, ils ont déposé le dossier pour l'adhésion à la CISL, la Confédération internationale des syndicats. Et là, ça sera une prouesse également. Donc. Oui, déjà que l'UGTA n'était pas membre de l'UMT, oui. La FSM plutôt. Oui. Elle n'était pas membre de la Fédération syndicale mondiale, qui est d'obédience communiste à l'époque, sociale et tous les pays socialistes. Oui. Mais elle était pratiquement soutenue par tous les syndicats adhérents. Donc elle a déposé son dossier qui était en concurrence avec celui du MNA. Du MNA. Oui. Alors, le jour de la réunion, pour pouvoir statuer sur l'adhésion de l'un et de l'autre, alors ils ont posé la question aux membres de la CISL, parce qu'ils avaient mis en place une commission pour enquêter. Et parmi eux, il y avait le représentant de la force ouvrière qui était en Algérie. Oui. Représentant là. Bon, alors donc ils ont dit quel est le syndicat le plus représentatif. Est-ce que c'est l'UGTA ou est-ce que... Alors le gars de la force ouvrière, il a demandé la parole, il leur a dit le seul syndicat qui est représentatif, c'est l'UGTA. Alors le gars de l'UMNA, il était complètement effondré parce qu'il comptait beaucoup sur la force ouvrière, qui était justement l'un qui les soutient. Ouais. Alors l'autre, il leur a dit, écoutez, moi je vais être honnête avec vous, le seul syndicat qui est représentatif, c'est l'UGTA. Voilà, donc c'est comme ça que la CISL a admis l'UGTA et non pas l'organisation le syndicat du MNA. Donc non seulement l'UGTA jouait un rôle considérable dans les villes au sein des milieux des travailleurs, mais elle était déjà aussi présente dans les maquis. Ouais. Dans les maquis, nos institutions, il y avait chaque wilaya avait un représentant qui s'occupait du syndicat. Ouais. Et avec des prolongements dans les régions. Pourquoi? C'est pour justement aider, c'est pour soutenir l'action des syndicats à travers le territoire national. Voilà. Donc c'était quelque chose d'important. Et que l'UGTA a joué un rôle considérable dans son action sur le plan diplomatique envers les travailleurs, oui. Et également sur la scène internationale. Sur la scène internationale. Elle avait une tribune par l'intermédiaire de la CISL pour aller chez les Américains, chez les Anglais, enfin tous les gens qui étaient affiliés à la CISL. Et c'était pour quelque chose qui a pu, populariser dans les milieux travailleurs l'action de l'UGTA et l'action également du FLN pour l'indépendance de l'Algérie. Voilà, donc c'était quelque chose de... Donc c'était donc un bref aperçu sur cette importante organisation. Absolument. Et le président Houari Boumedienne, il a choisi cette date, la date de sa naissance, pour annoncer annoncer la nationalisation des hydrocarbures. Donc à l'indépendance, l'UGTA a été évidemment... elle s'est installée. Elle était au four et au moulin, donc elle va accompagner. D'ailleurs, vous elle a fait son premier congrès après l'indépendance, où a été élu Rebah Jarman. Rebah Jarman, c'est lui qui a été le premier secrétaire général de l'UGTA, avec une équipe, disons, solide, qui a essayé de jouer son rôle également, avec des entraves à l'époque
du pouvoir, disons, du gouvernement de Ben Bella à l'époque. Et Ben Bella voulait absolument s'initier, voulait s'ingérer dans les affaires intérieures du syndicat, ce que le syndicat avait refusé. S'est opposé complètement. Et quand Boumedienne est venu, c'était un congrès, le congrès suivant, le deuxième congrès de l'UGTA qui a eu lieu après 1965. Après le 1965. Et évidemment, c'était le secrétaire général, c'était Mouloud Omziane, qui avait pris sa place avec une équipe solide, costaud, qui a pu quand même reprendre un peu les prérogatives ou disons les rôles ou les missions du syndicat pour justement le développement national. Là, il était en phase avec la stratégie du président Boumedienne. Absolument, tout à fait. Pour nous, nous considérions que nous étions toujours des militants. Nous avons combattu le colonialisme français. Maintenant, on va combattre les résidus. Les résidus du colonialisme. Absolument. Et démontrer, surtout, au colonialisme français qu'avec leur départ, l'Algérie ne s'effondrera pas. Elle a relevé le défi. D'ailleurs, moi j'étais à l'époque au chemin de fer. Et les pieds noirs qui sont partis, ils ont dit que si vous voulez que le chemin de fer continue à fonctionner, il faut lui atteler des mulets ou bien des chameaux. Ça veut dire que nous étions incapables, que les cheminots algériens étaient incapables de continuer à faire fonctionner le chemin de fer tel qu'il était à l'époque des Français. Et bien là, ils se sont mis le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Et les Algériens ont pris ce défi, ce défi, et ils sont arrivés non seulement à faire fonctionner comme mais à développer mieux que ce qu'il était quand il y avait les Français. Pour voir la volonté. Il y avait donc la fédération des cheminots qui était importante, il y avait la fédération des pétroliers. Oui, il y avait la fédération des pétroliers, la fédération des PTT, il y avait la fédération des Sonelgaz, les gaziers et les électriciens. Et il y avait la fédération des dockers, des dockers aussi. Non, il y avait des fédérations qui étaient vraiment costauds, solides, et qui ont pu quand même relever le défi dans les différents organismes où ils travaillaient. C'était, disons, l'UGTA a fait la démonstration que ce n'était pas un syndicat revendicatif seulement. Nous revendiquions, mais aussi nous participions au développement du pays. Donc le président Boumedienne va, en quelque sorte, va promouvoir l'activité syndicale, va renforcer la centrale syndicale, mais aussi il va renforcer la Sonatrach. Oui. Ça, on est en 1965, donc... oui, la Sonatrach a été créée en 1963. En 1963, elle va lui donner une autre dimension. Voilà. Déjà à l'époque, elle a injecté dans ses différents services des techniciens qui ont été formés à l'étranger et qui continuent à être formés. Et elle a créé une école de formation. De formation à Boumerdès. L'Institut supérieur de formation sur les hydrocarbures. Donc c'est, disons, le Boumedienne connaissait la force de l'UGTA. Et pour lui, comme je disais tout à l'heure, Mossadegh était encore dans tous les esprits d'adhérents, qui a échoué dans Donc il fallait réussir là où Mossadegh a échoué. C'est ça tout à fait. L'idée de... Alors pour lui, la seule force d'ailleurs qui existait après l'indépendance, c'était l'armée et c'était les travailleurs. Donc les seuls sur qui il peut se pencher, s'appuyer, c'était les travailleurs. Donc il avait choisi à l'époque, moi j'étais à la Fédération des cheminots, j'étais secrétaire général de la Fédération des cheminots, et il y a eu une réunion, on ne nous a rien dit. On nous a simplement dit, il y a une très grande réunion
tous les cadres syndicaux doivent venir à la Maison du Peuple. Donc on est un nombre extraordinaire. Ouais. Et puis il y a eu Boumedienne qui est venu avec tout son staff, avec tout le Conseil de la Révolution. Et c'est là où il a annoncé, en annonçant la nationalisation du pétrole et des moyens de transport ainsi que du gaz, il a confié sa réussite entre les mains des travailleurs. Et c'est là justement que... Il s'est adressé au travail pour relever le défi. Absolument. Ah oui, tout à fait. C'est là que la Fédération du pétrole à l'époque avait joué un rôle considérable. Tous les travailleurs étaient, non seulement ils étaient enthousiasmés, ils étaient vraiment incroyables, mais ils étaient prêts à travailler 24 heures sur 24 pour pouvoir réussir cette nationalisation. Cette décision va faire partir les techniciens français, donc pratiquement immédiatement après. Oui. Et les Algériens vont... Ils ont remplacé sur le champ. Sur le champ. Ils étaient remplacés sur le champ. Il n'y a aucun problème. Il n'y a pas eu un arrêt Ni arrêt, ni absolument. Évidemment, les compagnies françaises ont annoncé à travers le monde que le pétrole algérien est rouge, qu'il ne fallait pas l'acheter à travers le monde, dans tous les pays. Tous les alliés de la France ne doivent pas acheter. C'est la propagande française. Ah oui, c'est la réplique, c'est-à-dire que, comme ils l'ont fait pour Mossadegh. Exactement. Ils ont bloqué l'achat du pétrole par tous les pays. Or là, ça n'a pas marché parce que tout a été préparé à l'avance. Même les clients de l'Algérie avaient accepté de continuer à recevoir le pétrole comme si c'était les Français qui... Et Boumedienne avait répondu à cette propagande avec une image symbolique. Boumedienne, le président Boumedienne. Oui. Il avait donc ironisé à propos donc, de cette... Ah, tout à fait. Il nous a dit, l'avenir du pétrole en Algérie est entre vos mains. Voilà. Donc, cette annonce du 24 février 1971 intervient après un long processus qui a au moins, donc, qui commence déjà en 1967. C'est ça, oui. Jazzy. Oui, il a commencé en 1967, il y a eu... Ça a été fait, disons, intelligemment. Oui. Parce que... C'est la reprise des intérêts gaziers et pétroliers autres que français, tout d'abord. D'abord, ensuite la distribution. Oui. Les stations-service, les distributions, ont toutes été récupérées et mises sous le nom de Sonatrach. Il n'y avait plus ni BP, ni Shell, ni quoi que ce soit. Toutes celles, elles ont été rachetées par Sonatrach et il n'y avait qu'une seule... que la distribution était assurée uniquement par une entreprise nationale qui était Sonatrach, cela pour pouvoir, disons, étendre le réseau, le distribuer partout et au même prix. Au même prix, parce qu'avant, c'était... chaque société pratiquait... C'était par exemple dans le sud, à côté des puits de pétrole, où il y a la raffinerie, payait beaucoup moins cher que ce qui était au nord. Tu vois, donc unifier les tarifs et multiplier la création de stations à travers le territoire national. Alors, au mois de mai 1968, le président Boumedienne va annoncer la nationalisation des sociétés de distribution des produits pétroliers. C'est cela, les stations de service. Voilà. C'est les stations-service à Loukouma qui ont été reprises, nationalisées, reprises par... Et une année plus tard, donc en 1969, on commence les pourparlers avec les sociétés françaises, tout d'abord. Oui, absolument, oui. C'est ça, au début c'était discussion avec les sociétés françaises parce qu'avant l'Algérie ne percevait que des impôts, comme vous l'avez souligné. Surtout les impôts liés au pétrole. C'est-à-dire qu'elle n'avait aucun droit sur la ressource elle-même. Donc si elle voulait du pétrole, elle l'achetait chez la compagnie française. Évidemment, chez la compagnie française. Et c'est pour ça qu'il y a eu la nationalisation, non seulement du pétrole, mais aussi des moyens de transport du pétrole.
jusqu'au port d'Arzeux, ainsi qu'évidemment. Donc l'Algérie la n'avait raffinerie. jusque-là, l'Algérie n'avait aucune souveraineté sur cette Absolument. richesse importante. Non, 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 absolument stratégique. pas. Elle n'avait que les impôts. Les Elle impôts. prélevait des impôts sur des sommes dérisoires. Et donc, Il fixait par exemple le baril de pétrole à 2 dollars, 2 dollars et demi, à l'époque déjà. donc Boumedienne, au début, il a engagé des pourparlers, c'est-à-dire il n'a pas. Oui. C'était pas un coup de force, parce que Non, les non, Français non. voulaient par la suite dire que c'était un coup de force. Or, Il y avait des s'est passé, engagements oui. qui ont été, des accords qui ont été signés entre l'Algérie et la France, non seulement pour l'exploitation commune, mais également pour disons, la distribution et pour la création comment on appelle ça, de l'industrie pétrolière. Oui. C'est-à-dire former des ingénieurs algériens pour faire la recherche, l'exploitation du pétrole à travers l'Algérie. Donc tout ça, c'était pas pour l'Algérie, c'était les compagnies françaises qui avaient des concessions, donc c'était elles qui exploitaient et elles payaient simplement des impôts. puis l'Algérie n'avait aucun droit de regard, c'est-à-dire on ne connaissait pas les. Pas du tout. Même les stations-service, c'était les compagnies françaises. Oui. On allait prendre l'essence chez les compagnies françaises. Avec la nationalisation des stations-service, c'était le pétrole de Sonatrach, de l'Algérie. On dit qu'après les nationalisations, d'ailleurs vous l'avez écrit, il y avait cette remise en cause totale des structures héritées du colonialisme et l'intégration des hydrocarbures dans l'économie nationale. Donc là, Absolument. c'est ça la prouesse de. Ah, tout à fait. L'Algérie, quels étaient ses moyens? Quelles étaient ses ressources en dehors de ça? Par conséquent, et c'est venu après la nationalisation des banques et des assurances. Il ne faut pas l'oublier. Donc c'est un processus. C'est un processus, une stratégie de développement, Absolument. parce que. C'est une stratégie qui permettait à l'Algérie de récupérer l'ensemble de ses richesses. L'ensemble de ces richesses, et de ne pas les laisser exploiter par d'autres pays et qu'elles ne recevraient que les impôts. Voilà. Donc la nationalisation du secteur des hydrocarbures est accompagnée d'une prise en main également de l'ensemble de cette activité par les cadres algériens. Ça, c'est important. Absolument. Tout à fait. Ce n'était pas le cas en Iran, par exemple. Oui, non, c'est... Là, c'est. Absolument, c'était des coopérants qui étaient venus, etc. et tout. Mais, comme je disais, Sonatrach a été créé en 63. Oui. Et déjà, à cette époque-là, déjà, elle commençait à se préparer justement pour prendre en charge l'ensemble des activités pétrolières. Qui sont en rapport avec l'exploitation. L'exploitation, la distribution, tout ce qu'il fallait pour pouvoir, disons, gérer disons, ses propres ressources. Et même plus tard, aller faire exploiter ailleurs, dans les autres pays. Nous savons qu'en Algérie, il y avait tout de suite après en réaction une mobilisation totale des travailleurs et des cadres du pétrole pour appuyer, pour accompagner. Non, surtout l'encadrement, les cadres du pétrole, les travailleurs du pétrole. Bon, les autres, ils donnent la main, mais dans la mesure où ils ont besoin d'eux. Et ça, c'est important. Et eux, disons, ils voulaient que le pétrole algérien ne soit pas acheté à l'étranger. Ouais. Alors la France a joué un rôle néfaste. Enfin, évidemment, c'était son rôle d'intervenir auprès des pays à qui elle fournissait le pétrole pour dire... Il faut arrêter donc... Voilà. L'achat du pétrole à Algérie. Il faut arrêter parce Mais quelle était la réaction française à l'époque? Eh ben, elle faisait officielle, là. Donc ça, c'est des coups tordus. Hein. Oui, elle faisait partie. Ouais. Elle était disons, pleinement concernée. Ouais. Et c'est elle qui, justement, a mené tous les pays du monde à qui elle livrait le pétrole, de dire il ne faut pas acheter le pétrole algérien, il est nationalisé alors que c'est notre pétrole. Voilà. Donc, il n'y avait pas de... Mais ça n'a pas duré longtemps.
Bon, ça n'a duré même pas une année. Et les choses sont rentrées dans l'ordre. Ah, c'était fini. Monsieur Aziz, vous étiez dans la salle, donc là c'est un petit peu un témoignage. Tout à fait. Vous m'avez dit que lorsqu'on vous a convoqué pour une réunion, c'est-à-dire tous les cadres de l'UGTA à l'époque, Oui. vous ne savez pas que le président Boumedienne allait annoncer ça. Non, c'est ça, absolument. Et quelle était l'ambiance dans cette salle donc, de la Maison du c'était Peuple vraiment, alors? Nous étions tous vraiment... C'était un jour de l'indépendance, c'est comme le jour de l'indépendance. C'est le jour du recouvrement Absolument. de la souveraineté économique. De la souveraineté économique, c'est Oui. très important. Et ça a été vraiment accueilli avec un éclat extraordinaire. Extraordinaire. Et d'ailleurs, ils étaient les membres du Conseil de la Révolution. Boumedienne était content de voir qu'il a une force, L'enthousiasme. il a une force sur laquelle il pourrait compter pour l'histoire du pétrole. Ouais. Ah non, c'est bien. C'est bien, c'était extraordinaire et surtout, comme je disais tout à l'heure, ça a été préparé. Ouais. Ça a été préparé intelligemment, en formant des cadres, en créant un institut supérieur à Boumerdès et surtout en préparant les Algériens à prendre la suite. Certains syndicalistes de l'époque donc, disaient que la réussite de cette nationalisation, Oui. c'est en partie donc c'est dû en partie donc à l'appui des travailleurs, c'est incontestable, mais c'est à la perspicacité du président Boumedienne. Donc oui, tout à fait, bien sûr. Bien sûr, Boumedienne, lui, il était là, il considérait que le recouvrement de la souveraineté tout à économique fait. était donc Absolument. c'était un objectif dès le départ. Absolument. En 71, c'était Briakous qui était secrétaire général de l'UGTA Oui. à l'époque. Et donc, on était tous là-bas et surpris d'abord par l'annonce et ensuite enthousiasmés par les conséquences. Mais cette nationalisation faisait partie à l'époque de tout un plan de développement. Oui, bien évidemment, bien sûr, tout ça. C'est vrai qu'il y avait un certain nombre un programme De développement. très important, Très très ambitieux, mais auquel il fallait des ressources. Et ces ressources, c'était le pétrole. Donc il fallait récupérer le pétrole pour pouvoir lancer son programme de développement national. Puis il va y avoir donc le développement de la SNTR à l'époque, puisque que vous connaissez. Oui. C'est surtout les unités de production. Oui. C'est surtout les unités de production qui avaient été créées, les NIEM, L'ENI de Sidi Bel Abbès, les Sidi Bel Abbès, en Chine, les tracteurs à Constantine, Oui. un certain nombre il avait un programme de développement industriel très important. Il y avait les hauts fourneaux de l'Hadjar l'Hadjar, oui. pour pouvoir produire l'acier, etc. Tout ça, il fallait des ressources. Et à l'époque, les seules ressources que l'on pouvait avoir, c'était le pétrole. Pétrole, donc. Oui, c'est donc venu à point nommé pour pouvoir, disons, reprendre la légitimité algérienne sur l'ensemble de ses ressources. Ouais. Est-ce que la partie française qui a tenté par tous les moyens donc, de saboter cette stratégie, mais grâce donc également à la perspicacité d'un certain nombre d'Algériens, on a réussi donc à avoir le dossier pétrole au sein même du... Oui. C'est ça, eux ils pensaient que la nationalisation, ils ont retiré leur cadre. Ouais. Ça y est, il y aura plus personne ne pourra plus faire fonctionner que l'Algérie aurait mieux fait d'accepter le peu Voilà. le peu de les quelques impôts, les quelques le sous. peu des impôts qu'elle a que de tout perdre. Ouais. Mais ils ont fait leur faux calcul. Et il paraît qu'ils ont essayé de saboter certains puits de pétrole. Évidemment, bien sûr. Oui. Mais ils étaient là, les Algériens, l'Ilounhar. Ah oui. À l'Ilounhar, ils ne bougeaient pas. Il n'y a pas de problème.
Ça, ils ont. Ah oui, ils étaient. Ils sont partis, ils Algériens ont dit étaient maintenant on va vigilants. partir, comme ils l'ont fait pour les chemins de fer. Oui. Comme ils vont partir, ben les puits vont rester inexploitables. Donc ils ont fait leur calcul, mauvais calcul, et ils se sont aperçus que les Algériens étaient quand même très compétents et qu'ils pouvaient faire sans eux. Voilà. Allez, hein, c'est ça la grande victoire. C'est une grande Absolument, absolument. victoire Tout à fait. Sur le colonialisme. sur le colonialisme. Oui. Tout à fait. Sur le colonialisme. C'est une deuxième victoire sur le colonialisme. Tout à fait. C'est une deuxième victoire. Tout à fait. Alors, donc, la Maison du Peuple, Oui. après, nous savons qu'il va y avoir, donc, la presse, le lendemain, va donc consacrer ses manchettes donc, à cet événement important, national important. Mais, c'est-à-dire, après, dans les couloirs de la Maison du Peuple, Oui. les discussions, elles portaient sur quoi? Eh ben, les discussions, on était tous inquiets. Enfin, au départ, on était inquiets, mais après, on était rassurés. Ouais. On voyait les camarades de la Fédération des pétroles, on voyait les cadres qui venaient là-bas et tout. Donc, on discutait entre nous et on voyait quels étaient les apports qu'on pouvait amener. Non, c'était vraiment très, très bien fait. C'était bien fait et puis on a quand même... c'est l'essentiel. Les choses sont rentrées dans l'ordre très vite. Mais il y a également un élément important par rapport à cette nationalisation. Elle concerne la fixation du prix du pétrole. Oui. Jusque-là, c'était la France qui fixait le prix. Oui. Et puis, d'ailleurs, Boumedienne, il avait à l'époque insisté sur la nécessité donc d'avoir une souveraineté totale sur la production, la gestion et la commercialisation du pétrole. Oui. Non, En fixant lui-même, le jour même, donc le prix du pétrole algérien. Oui, après le pétrole était, disons, le prix c'était à la bourse. Oui. À la bourse de l'homme, que le pétrole est fixé à travers le monde. Mais ce qui a changé, ce n'est pas une ressource que l'Algérie a récupéré. Qu'elle avait. C'était des impôts, c'est tout. Oui. C'était des impôts. Donc toutes les sociétés qui travaillaient en Algérie ont été remerciées, ont été rachetées, ou bien il y a eu un accord de façon à pouvoir reprendre. Et on a repris totalement disons, les gisements qui étaient exploités à l'époque. Ouais. Alors, l'incidence, M. Azé, sur le plan économique? Eh bien, l'incidence, c'est considérable. Et sur le plan social, évidemment. C'est considérable, bien sûr. De rien, on est devenu riche, d'un seul coup. Est-ce que vous avez senti, donc, tout de suite après, Absolument. en tant que syndicaliste, évidemment, tout à parce que les Algériens avaient senti une incidence... Évidemment, absolument. Oui, tout à fait. Il y avait le chômage à l'époque qui était endémique. Il y a quand même la création d'entreprises, c'est la création d'emplois. Donc, création d'emplois, c'est distribution de salaires. Et évidemment, il y a aussi les institutions qui ont été mises en place. Il y a la médecine, disons la santé, la sécurité sociale. Enfin, tout ça a repris vie. Non seulement a repris vie, mais ils se sont développés en faveur, bien sûr, de la population, en faveur des travailleurs. Et surtout, ne pas rester uniquement dépendant des hydrocarbures, déjà à l'époque. Et c'est comme ça que, disons, on a créé des usines. Moi, je me rappelle, il y avait l'usine de motocycles à Guelma, il y avait un peu partout à travers l'Algérie. Le renforcement de la SNV, donc Sonacom à l'époque. Et puis, il y avait les programmes spéciaux des wilayats qui avaient été initiés à l'époque. Vous avez commencé à organiser même les conseils des ministres dans des wilayats. Tout à fait. Et donc, il y avait des enveloppes financières qui étaient distribuées au profit des wilayas, donc au profit des populations, pour le bien-être des populations, pour, disons, éradiquer le chômage et distribuer des salaires et disons, relever un peu le niveau de vie des Algériens. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc il y avait un certain confort également. Donc, Bien sûr. Oui, on se sentait mieux. On avait, disons,
l'essentiel, c'est le travail. À partir du moment où les gens peuvent travailler, peuvent assurer leur carrière, ils sont déjà tranquilles. Vous m'avez dit la dernière fois que vous avez senti exactement cette volonté, donc... Tout à fait, mais en mieux, parce qu'on a plus de moyens. Oui. Tu vois, on a plus de moyens. À partir du moment où on a plus de moyens, on peut se développer encore davantage et satisfaire davantage les besoins nationaux, que ce soit ceux de la population, que ce soit ceux des institutions. Donc tout ça, c'est bien. Il faudrait renforcer toutes ces actions qui permettent justement à notre pays de se développer et de sortir du sous-développement. Voilà. Et vous, vous avez donc un regard un petit peu d'expert. Donc, Écoute, j'ai vécu toute cette période depuis 1962. Et vous voyez la dynamique actuelle. Donc vous dites que oui, tout à fait. elle est de bon augure, elle soutient la production nationale, etc. Donc, moi je dis le développement de l'époque de Boum Dieng multiplié par 10 actuellement. Voilà. Ces 5 dernières années, donc, il y a donc, tout à fait, vous avez senti... Absolument, tout à fait. D'ailleurs, sur tous les points de vue. Même sur le point de vue de la mémoire. Hein, c'est le point de vue de la mémoire, cette mémoire qui avait disparu à un certain moment. Et donc maintenant, elle revient en force, comme reviennent en force toutes les actions qui ont été mises de côté. Et ça, c'est important, et ça donne, disons, du cœur et du courage pour les Algériens. Voilà, mon ami. Donc, je termine avec vous. Donc, qu'est-ce qui vous a marqué donc, de ce 24 février 1971 à la Maison du Peuple? Vous-même, donc, un avis personnel vraiment, ce qui vous a marqué vraiment. Et on termine avec. Comme on dit, la critique est aisée, mais l'art est difficile. Donc, il faut absolument que nous puissions aider par tous les moyens que nous avons à parachever le développement national et rendre notre pays à l'abri de toute possibilité d'ingérence ou à toute possibilité de revenir en arrière. Voilà, ça c'est ce qui est le plus important pour moi. Voilà, ça sera le mot de la fin de cette émission. Je tiens à vous remercier vivement, M. Abdelmejid Aziz. Je rappelle que vous êtes moudjahid et ancien syndicaliste. Vous êtes également auteur. Vous avez écrit 3 ouvrages. Le premier consacré. Voilà, des mémoires de combattants. Depuis pratiquement ma naissance, jusqu'à mon départ à la retraite en 2007. Voilà, donc avec un regard sur le mouvement syndical, sur la guerre de libération également. Donc, tout ce que j'ai vécu en tant que député à l'Assemblée nationale à la première législature, en tant que syndicaliste, en tant que professionnel, tout ça est inscrit. Voilà, donc encore une fois, merci M. Abdelmejid Aziz. Je tiens à remercier également l'équipe technique qui m'a aidé à préparer cette émission. Merci. À très bientôt. Merci à toi aussi.